a été jalonné de beaucoup de rencontres, beaucoup de travail sur le terrain, beaucoup de réflexion et de recherche aussi. Et puis dans ces rencontres, en fait, tu t'es adressé à un certain nombre de personnes, un certain nombre de personnes dans la salle, je crois, pour leur demander de témoigner en fait sur leur vie dans l'entreprise et pour leur demander s'ils avaient des expériences d'emprise. Alors moi, je lui ai tout de suite dit bien sûr, je veux bien témoigner, il n'y a pas de problème. Puis quand il m'a interrogé, je lui ai dit moi personnellement, je n'ai pas vraiment vécu d'emprise en fait. Je dirais non, je ne vois pas vraiment. Je vais m'autoriser à dire encore autre chose que tu n'as pas dit, c'est qu'à l'époque, quand on a fait les entretiens avec Hélène, on en a fait quelques-uns, pour faire émerger son témoignage à elle, on a déjà pu se nourrir d'un exemple assez énorme autour d'une question d'emprise, que je vais reprendre ce soir. Et quelques années plus tard, la semaine dernière, on s'est mis à réécrire aussi une autre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des situations qui se détricotent au fil du temps. Ces situations d'emprise dont je vais vous parler n'émergent pas comme ça à la mémoire d'une façon flagrante et tout de suite. Elles demandent un temps, elles demandent de la maturation, et à un moment ou à un autre, on peut dire quelque chose. Certains témoignages vont profondément vous toucher. L'un de ceux-là, par exemple, je l'ai recueilli auprès d'une personne 30 ans plus tard. Je l'accompagnais, et au moment où je l'accompagnais, il me parlait d'une situation qu'il avait vécue 30 ans plus tôt. Situation bouleversante, et dans ses gestes au travail réguliers, je voyais les marques, les signes de ce qu'il avait pu vivre pas mal d'années avant. Je vais commencer sur l'emprise et j'avais envie de vous dire, je vais essayer vraiment d'être dans l'intime ce soir. Pas dans un exposé extrêmement théorique, dans quelque chose de beaucoup plus intime. Et quand j'ai vu Hélène dérouler les slides et nous montrer ces différentes photos, la première chose qui m'est venue, c'est la photo de Monique Castillo, qui était programmée pour dans 2 mois et qui ne sera pas là puisqu'elle est décédée. Voilà. Et j'ai vraiment une pensée pour elle. C'était une femme exceptionnelle, une philosophe hors du commun, qui a eu la gentillesse de m'accorder beaucoup de temps. On a pris beaucoup de thé ensemble pour parler notamment de ce sujet et d'autres choses. Et elle est très présente pour moi ce soir. Quelquefois on envoie un message, il n'y a pas de retour. Et malheureusement, voilà, c'est certaines histoires qui se clôturent comme ça. Donc elle est très présente pour moi ce soir. Pour que ça ne soit pas rébarbatif, je vais parler de certaines situations. Et là, la situation qui me vient, c'est celle d'une femme qui est directrice juridique. C'est une situation d'accompagnement que j'ai vécue il y a 15 ans. Donc j'accompagnais une femme qui était directrice juridique et qui m'appelle en me disant « Je suis harcelée. Il y a 5 personnes dans le service qui sont parties en dépression. La secrétaire générale, qui était une femme, les met toutes en dépression. » J'étais un jeune accompagnant, ça faisait 5 ans, 6 ans que j'avais commencé. J'étais très saisi par une situation comme celle-là et j'ai essayé de l'aider du mieux que j'ai pu. On a commencé à travailler, elle a fini par s'extraire de l'entreprise et même elle avait de telles compétences que l'entreprise lui a demandé de travailler en consultante externe et elle a gagné, je crois, 3 fois plus que son salaire habituel. Donc elle était valorisée et elle a fini donc par quitter l'entreprise et par travailler de l'extérieur en évitant la question de l'emprise. 3 années plus tard, elle me rappelle. Wadi, j'ai fini par réintégrer une entreprise et la situation s'est reproduite. En bon ouvrier, je n'ai pas l'habitude de faire 2 ou 3 accompagnements, mais j'ai essayé de l'aider du mieux que je pouvais. Ça n'a pas manqué. 3-4 années plus tard, elle me refaisait la même demande. Et là, c'était impossible de continuer à travailler de cette façon-là. On a été obligé de se dire, mais qu'est-ce qui, dans la position, dans la posture qu'elle avait, prêtait le flanc à ces situations d'emprise. Quand je dis ce genre de choses, ça peut être vécu très douloureusement. Quand on a vécu des situations difficiles, on n'a pas envie de se dire qu'on est aussi responsable de quelque chose.
Mais c'était intéressant de détricoter ces liens-là et de se dire, finalement, qu'est-ce qui se joue dans cette histoire de relation ? Dans les mêmes temps, dans une institution financière, une personne des ressources humaines me demandait d'accompagner un homme. Et comme dans tous les contrats de coaching, il y a ce qu'on appelle une quadripartite, c'est-à-dire il y a un manager, une personne des ressources humaines, la personne qu'on doit coacher et le coach. Et on me dit, cet homme est un harceleur. On ne sait pas exactement le dire avec justesse d'un point de vue juridique. On ne sait pas le formaliser, mais il y a quelque chose de ça. Et avant que ça ne dégénère, on aimerait bien que tu l'accompagnes. On fait l'entretien quadripartite, tout se passe à merveille. Je ne comprends même pas pourquoi on me parle de harcèlement. Il a l'air adorable. Il est vraiment souriant. Jusqu'au moment où il dit « Moi, avec les hauts potentiels, je n'ai aucun problème. C'est avec les bas profils que j'ai un problème. » Bon, c'était déjà un signe intéressant. La RH, le manager et moi, nous sursautons, mais lui reste tranquille sur sa chaise. On arrête la quadripartite, il me retrouve dans un coin et on essaie de caler une date pour la prochaine rencontre, pour la première rencontre. Et là, il commence à me mettre en faute. Il me dit déjà, je ne suis pas suffisant pour lui. J'entends, je ressens qu'il y a quelque chose qui se tord en moi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Pourquoi il fait ça avec moi déjà là ? Bon, encore une fois, un signe de plus. On ne va pas statuer sur ces choses-là. Évidemment, au fil des entretiens que j'ai eus avec lui, ça s'est énormément développé. C'est-à-dire qu'il a vraiment lâché prise à toute sa capacité pour prendre l'autre dans son système. Et évidemment, moi en l'occurrence. J'ai passé 3 séances, donc séparées de 3 semaines chacune, juste à le rejoindre là où il était. Juste à faire alliance avec cette personne, pour qu'il ose livrer qui il était. On ne peut pas miser sur une neutralité, ça n'existe pas. Aucun accompagnant, aucun thérapeute ne sera neutre. Nous sommes des êtres humains, des caissons de résonance pour tous les autres. Donc personne ne sera jamais neutre. Par contre, on peut potentiellement suspendre son jugement. C'est difficile de suspendre son jugement quand on nous dit qu'une personne maltraite, là encore, 5 personnes dans son service et que plusieurs sont partis en dépression. C'est difficile jusqu'au moment où on se rappelle qu'il y a peut-être même des parties en nous qui pourraient faire quelque chose comme ce qu'il est en train de faire avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas qu'on est étranger à cet être humain. Qu'on ne se dit pas « c'est une bête ignoble ». Peut-être que cet homme, ce qu'il est en train de faire, il y a un endroit en soi qui résonne de ça, pour commencer. Une deuxième façon de regarder la chose, c'est que en approche systémique, on dit le problème est la solution. Quand un problème émerge dans le champ, ce n'est pas un problème en soi, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour répondre à une question. Si je ne sais pas faire autrement que d'appuyer sur l'accélérateur alors qu'il faudrait peut-être ralentir, ben j'appuie sur l'accélérateur. Donc on peut revisiter ce que chaque personne fait, non pas dans la logique de culpabilité, mais en se disant qu'est-ce qu'il a appris jusque-là pour faire comme ça. Et j'ai essayé juste pendant 3 séances de m'approcher de lui. Par la suite, il me dira, mais en fait, on n'a rien fait les 3 premières séances. C'est clair. Et après, il a commencé à lâcher des choses extrêmement importantes. Il m'a parlé de son père, par exemple. On pourrait se dire, qu'est-ce que font ces questions-là en coaching, en entreprise ? Il m'a parlé de son père. Il m'a dit l'extrême exigence que son père avait vis-à-vis de lui. Et comment il avait internalisé ça. C'était devenu son exigence à lui. Et donc il s'imposait ça du matin au soir. Comment pouvait-il imaginer quand les objectifs se tendaient, quand la pression montait, qu'on lui demandait de donner du résultat, comment pouvait-on imaginer qu'il lâche lui-même la pression sur lui-même et sur les autres ? Il ne pouvait pas comprendre ça. Petit à petit, on a commencé à visiter cette histoire-là. Et il a commencé à regarder et à se dire, mais qu'est-ce que je fais avec les autres en fait ?
puisque certaines personnes vont en arrêt maladie. Donc ça, c'est un fait également. Il m'a demandé des livres sur le Dalai Lama, sur un... Alors là, je me disais, bon, est-ce que c'est une façon supplémentaire de me mettre dans sa boucle? Peut-être. Mais je suis optimiste. J'ai dit non, je lui ai donné des livres. Je lui ai demandé surtout de chercher les siens. Ce qui m'a beaucoup touché dans cet autre accompagnement, c'est que quelques mois après la fin du coaching, il n'avait plus besoin de m'appeler, il n'avait plus besoin de me tenir, il n'avait plus besoin de rien. Il n'avait plus besoin de justifier de quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'a jamais rien justifié avec moi. Il m'a appelé 6 mois plus tard et il me dit « Wadi, tu sais, la femme qui avait souffert énormément, je l'ai invitée à déjeuner. On ne travaille plus ensemble, mais je l'ai invitée à déjeuner. Et je lui ai demandé pardon. » Alors ça, c'est bouleversant. Ça, c'est vraiment bouleversant. Il n'était plus tenu par rien et il commençait à se rendre compte de ce qu'il avait fait. Et là, il n'y a pas besoin ni de conduire, ni d'accompagner. Il était juste libre de poser des gestes humains. Et ça a été vraiment magique pour moi d'entendre ça. Ça a été bouleversant pour moi de me rendre compte que nous ne sommes pas tous juste... comment dire? En tant qu'accompagnant, c'était peut-être pas très juste de se dire je vais accompagner ceux qui souffrent, les pauvres, les victimes. Ça ne peut pas exister juste comme ça. Il y a peut-être des personnes qui génèrent quelque chose, mais qui auront envie d'être libérées de ce qu'ils génèrent. Ça me fait penser à Hannah Arendt, la philosophe, qui parle du mal ordinaire, qui dit finalement, encore une fois, et pourtant elle en parle par rapport à la Shoah, ça peut être monstrueux ce qui a été fait, mais cette bête-là est ordinaire. Le mal est ordinaire, il est en chacun de nous. Et si on prend ce postulat ensemble, ce paradigme, si le mal est ordinaire, on peut aller vers le bien ordinaire. C'est-à-dire qu'on peut aussi poser des gestes humains, libres, et qui nous appellent vers le beau et le respect de l'autre. Troisième témoignage, et qui est un témoignage personnel. I made a dream. Ça n'a rien à voir avec Martin. À ce moment-là, je fais un rêve, une nuit. Un rêve particulier. Bouleversant, qui me met très mal à l'aise. Je le mets à l'épreuve d'un travail. Et une personne me donne ses clés de lecture sur ce rêve. Elle me fait d'ailleurs émerger une analyse de ce rêve. Et dans cette analyse, on m'explique que finalement, dans ma famille, j'ai été vraiment maltraité. Que j'ai été sous emprise, que j'ai été violenté, etc. Quelque temps plus tard, je décide de lancer une recherche sur cette question. Il y avait trop d'éléments pour ne pas lancer quelque chose, d'une vraie démarche de fond. Et là, je mets à l'épreuve ce rêve, à l'épreuve d'un regard d'une autre personne. Et cette autre personne me fait une lecture totalement inverse. Elle me dit, en fait, le petit Wadi que tu étais mettait tout le monde sous pression. C'est toi qui étais terrible dans ce système. C'est toi qui les tenais à partir de l'endroit où tu étais. Et ça m'a touché. Et quand quelque chose touche comme ça, on se dit, il y a peut-être de la vérité là-dedans. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'au jeu du chat et de la souris, quelquefois on peut être le chat et aussi on peut être la souris. Le jeu est subtil et il ne faut certainement pas réduire ces situations-là à des sortes d'anecdotes, comme on le voit régulièrement en ce moment. Par exemple, qu'on parle des pervers narcissiques. Je crois que les pervers narcissiques fleurissent à chaque coin de rue. Je crois que en descendant dans la rue, on va en trouver 5. Chacun trouvera son voisin pervers narcissique, ou sa voisine, ou son copain, ou sa copine. Voilà. Et ça, c'est grave. C'est une façon de se libérer de la réflexion, de s'empêcher de penser, de s'empêcher de traverser ce qui fait douleur en nous, de s'empêcher de voir pour nous ce qui peut être de l'ordre de ce qu'on génère comme emprise et de ce qu'on subit comme emprise.
On verra que la question est assez subtile. Ce mot même est subtil. Donc je vous convie à un voyage avec moi ce soir pour aller à la découverte de ces fondements que j'ai pu trouver, qui pour certains d'entre vous paraîtront basiques, mais quelquefois il faut dire des banalités. Ça permet d'ancrer les choses. C'était 4 années de recherche sur un champ philosophique, psychosociologique et managérial. Et j'ai fait une centaine d'entretiens. Avec certaines personnes, j'ai été jusqu'à 16 heures d'entretien pour essayer de capter, quand cette personne me parlait, ce qui se passait pour elle, même si on ne sait jamais dire exactement ce qui se passe pour l'autre, et ce qui pouvait se passer dans la tête et dans le corps de celui qui faisait emprise. Donc essayer d'avoir cette histoire subtile à raconter dans un premier dessin qui est celui potentiellement d'aider des personnes qui sont dans ces situations-là. Et je me disais, en relatant des histoires comme celle-là, si une personne se sent en grande difficulté, elle va pouvoir s'identifier aux situations et se dire « c'est pas normal, il faudrait que je fasse quelque chose ». Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était utile aussi potentiellement pour les accompagnants, coachs, thérapeutes, ressources humaines. Et ça va donner une émergence autour d'un livre en janvier qui s'appelle « L'emprise au travail ». Voilà. On va faire ce chemin ensemble pour commencer sur qu'est-ce que c'est que le pouvoir et l'abus de pouvoir. Quand est-ce qu'on dépasse la ligne jaune? Questionner l'emprise en elle-même, les positions et les signes d'emprise, mais surtout ouvrir à la sortie d'emprise. Là, j'aimerais vous parler de Jean. Jean est lui aussi juriste. Il est dans une banque, et c'est l'époque où les banques fleurissent. Il y a de nouveaux produits financiers, et il fait bon d'être juriste à ce moment-là, parce que toute la réglementation est en train de changer. Il rentre dans une structure de taille moyenne, dirigée par un homme extrêmement charismatique, terrifiant. Terrifiant, il le saura un tout petit peu plus tard. Au début, c'est la lune de miel. Il est charmé. Il pense que cet homme-là est exceptionnel. D'ailleurs, on le sent, il embarque, il emmène. Il commence à déchanter 15 jours plus tard, quand l'adjoint de ce patron lui dit « Attention, il est caractériel ». Et plus ça va aller, plus il va se rendre compte que dans cette entreprise, dans cette banque, on est dans ce qu'on appelle l'anomie. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles édictées. Il n'y a pas de système de régulation. Le seul système de régulation, c'est un homme. Et quand cet homme décide qu'il va demander à Jean de venir dans son bureau pour qu'il lui parle de sa mère et qu'il pleure pendant 2 heures, il va falloir que Jean écoute. Quand il va se retrouver avec une femme qui était un jeune mannequin dans un Porsche et que Jean passe avec l'un de ses collègues, ils vont être obligés de se détourner pour ne pas risquer de se faire prendre. Ils ont 30 ans. Jean fait 1m90 de haut, il est bardé de diplômes. Il va faire un détour pour ne pas risquer d'être en rang, que cet homme le rencontre. Ils en ont peur. Ils en ont profondément peur. Cet homme fait la pluie et le beau temps. Il y a ceux qui sont dans sa mare, qui sont les bénis. Il y a 5-6 personnes qui sont intouchables, parce que voilà, ils font partie de sa troupe. Et puis il y a les autres. La plupart du temps, il n'est pas dur avec les femmes. Enfin, avec celles qui ne sont pas grosses. Et c'est une humiliation perpétuelle. C'est-à-dire que systématiquement, il va mettre en tort les personnes, il va les mettre en dette et il va leur dire qu'ils n'ont pas été au bout de ce qu'ils devaient faire. Une dette irrépressible. Une dette insoldable. Je t'ai fait venir, je te paye une somme importante, au-dessus du marché,
Je te donne une fonction que tu ne devrais pas avoir tout de suite. Et ça commence. L'histoire commence. Comment je fais après pour rembourser ma dette? Il m'a fait confiance. Et à partir d'un moment, il va commencer à me désavouer. Seule façon de garder la main sur la personne. Il va commencer à me dire que je ne suis pas à la hauteur. Et c'est honteux que je ne sois pas à la hauteur face à cet homme qui m'a tellement fait de bien, qui a tellement cru en moi, qui m'a vu comme sa perle. Voilà. Et c'est très difficile pour Jean de s'extraire de cet endroit-là. Pourtant, il a une femme. Elle travaille. À ce moment-là, le marché de l'emploi marche bien. Il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas de problème pour trouver un travail. Ils n'ont pas d'emprunt sur le dos. Ils n'ont pas d'enfants. Ils pourraient partir. Sauf que Jean a peur. Jean a peur. Quand 30 ans plus tard, je fais l'entretien avec lui en coaching, il me dit qu'il fait une infection. Il monte à plus de 40 degrés. Et étrangement, ces infections, il les faisait quand il devait discuter de ses primes avec le président. À ce moment-là, il est directeur général. Ça se passe une fois, ça se passe deux fois. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais de quoi tu as peur? Il me dit, c'est important pour moi de gagner de l'argent. À ce moment-là, il gagne 250 000 euros annuels. Et puis, il a des primes de 30 000 60 000 euros chaque 6 mois. Il est imposé sur la fortune, il a plusieurs maisons. Et il est à 5 ans de la retraite. Où est le risque? Donc je lui dis tout ça, bien sûr. Il me dit, mais si, non. Où est le risque? Et il me répond ça, et ça m'est resté gravé depuis. Cette entreprise financière est à côté du parc Monceau. Et il me dit, Wadi, tu as vu le SDF qui est à l'entrée du parc Monceau? Tu sais, il est tout le temps devant l'une des entrées. Tu dis oui. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. Je n'ai pas envie de prendre sa place. Alors là, je comprends encore moins. C'est pas possible qu'il prenne sa place. Il ira jusqu'à me démontrer que potentiellement le gouvernement français pourrait tomber et qu'il pourrait ne plus avoir sa retraite. Charles Roggeman, qui a fondé la thérapie sociale, parle d'hallucination du réel. Nous savons tous des besoins. Quand ces besoins sont frustrés, blessés, on ne voit plus le réel de la même façon. Là, on est vraiment sur le besoin de sécurité. Il a besoin de se sentir en sécurité. Il a été touché dans son besoin de sécurité. Si pour nous, ça nous fait rire, lui, ça ne le fait pas rire du tout. Il a vraiment peur. Il a vraiment peur de se retrouver à la rue, d'être à la place de ce SDF, même s'il n'y a aucune chance que ça se produise. Donc on est obligé de visiter la question du pouvoir et de se demander comment est-ce que dans une entreprise, le pouvoir prend et s'installe. Eugène Henriquez, qui a beaucoup travaillé sur la psychologie sociale, nous parle de ce qu'étaient avant les institutions qui étaient porteuses de sens et comment petit à petit on a perdu quelque chose de ça. On s'est retrouvé dans des organisations avec une certaine autorité pour perdre encore un cran et se retrouver dans des entreprises qui font de la performance et de la productivité. Où est le sens? Aujourd'hui, quand je fabrique une table, qu'est-ce que je fabrique derrière la table? Quel est le sens porté par ce geste? On perd progressivement le sens de l'action. Ajoutez à cela que de plus en plus se développe ce qu'on appelle la novlangue d'entreprise. D'énormes recherches sont faites là-dessus. Ce terme vient d'Orwell, 1984. On est dans un récit de fiction qui parle d'océanien, une sorte de continent, un pays continent, où règne la police de la pensée. Et il ne faut surtout pas être capté par le crime de pensée. Le crime de pensée, c'est de penser en dehors des clous, en fait. C'est-à-dire d'avoir une liberté de penser. Et donc vous avez des personnes qui sont
présupposé à couper le langage régulièrement tous les jours et à supprimer tous les mots qui pourraient être subversifs pour avoir une attitude conforme à ce que l'on attend dans ce pays-là, dans ce totalitarisme-là. Avant Orwell, Victor Klemperer avait travaillé sur la question. Victor Klemperer, qui est le 8e gamin d'un rabbin, qui se retrouve pris pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui va analyser ce qui se passe au niveau du peuple allemand en termes de langage. Et il va essayer de rapporter ce qui se passe dans le langage et dans cette interdiction de penser les situations qui se déroulent. Il dit finalement les mots sont comme de minuscules doses d'arsenic, on les prend sans y prendre garde et leur effet se fait sentir progressivement. C'est-à-dire que si on ne nous munit pas d'un attirail en termes de langage suffisant, on ne peut plus penser les situations et on ne peut plus agir. Alors pourquoi je vous parle de ça en entreprise ? On parle d'océanien, on parle du nazisme, et loin de moi l'idée de rapprocher les organisations de ces choses-là. Maintenant, dites-moi, quand on parle de plan de sauvegarde de l'emploi, est-ce que dans les lignes managériales, il y a une personne qui pourrait remettre ça en cause ? C'est pour sauver l'entreprise. Ça peut être juste. Mais est-ce qu'une personne s'autorise à questionner ce qu'on est en train de dire là ? Quand on parle de KPI, quand on parle de productivité, ce sont devenus les maîtres mots en fait de l'entreprise. Est-ce qu'une personne des ressources humaines, du management, est capable de mettre en cause la proposition qui est faite à la tête de l'entreprise, en disant là, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas OK pour moi. Et d'une façon beaucoup plus subtile, quand une situation difficile se passe, on est pris dans une situation complexe, comme une emprise. Est-ce que je peux me sentir capable de dire je souffre, je me sens pas bien ? Mais de quoi tu parles ? Est-ce que l'émotion même est possible en entreprise ? Les dernières statistiques qui ont été faites au niveau européen, sur quelques milliers de personnes, disent qu'à la majorité des personnes, l'émotion est interdite en entreprise. Pour une majorité de personnes, je ne peux pas rentrer en entreprise et éprouver et dire quelque chose de mon émotion. C'est quelque chose sur lequel je dois mettre le couvercle. Voilà. Plus on va se ressaisir du langage, d'action forte. Dans ce travail sur le pouvoir, Dumézil a travaillé sur deux figures du pouvoir, le légiste et l'inspiré. L'inspiré, c'est cet homme charismatique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui embarque, qui attire la lumière, qui est puissant. On ne sait pas dans quoi il nous embarque, mais il nous embarque. Le légiste, c'est le mécanicien, c'est le technicien, c'est celui qui optimise. Si on pousse le trait, c'est Eichmann. Eichmann, qui a organisé les transports pour les camps de la mort. À son procès, il dit et il assume le fait qu'il a fait son métier. Qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu fais ça ? C'est une autre question. J'ai fait mon métier et j'ai été très bon dans mon métier. Et l'avocat lui dit, mais si le Führer vous avait demandé de tuer votre père, est-ce que vous l'auriez tué ? Et il le pousse à bout. Et moi, il dit, oui, je l'aurais tué. Si on ne se ressaisit pas du sens de notre action, qu'est-ce qu'on fait ? À quoi on participe ? Eugène Enriquez continue sur les détenteurs de pouvoir. Il dit quand on a le pouvoir, il faut qu'on garde la main sur nos jouissances et nos pulsions. Je suis manager, je suis dirigeant, et face à moi, j'ai une personne fragilisée. Moi-même, j'ai la pression. Je pourrais appuyer un peu plus loin sur l'accélérateur avec elle. On sent quand une personne est fragile. On sent qu'on peut la conduire très loin. Est-ce que ça lui fait du bien ? C'est une autre question. À ce moment-là, être dirigeant, c'est garder la main sur ses pulsions
et sur sa jouissance, pour ne pas abuser de ces situations-là. Un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question des neurosciences. Parce que tous ces sujets-là, on peut les aborder d'un point de vue philosophique, sociologique, psychique. Mais d'un point de vue neuroscientifique, c'est intéressant aussi parce que on peut faire, pour commencer, les neurones miroirs. Vous savez, ces neurones qui s'activent quand tu es en train de manger, par exemple, il y a peut-être quelque chose en moi qui va s'activer autour de ces neurones miroirs, autour de la faim. L'étude qui a été faite, c'est que plus on accède à un haut niveau de pouvoir, moins les neurones miroirs fonctionnent. Intéressant. C'est des analyses statistiques qui montrent ça. La deuxième analyse qui est faite, c'est que les hommes de pouvoir ont une vision d'eux-mêmes qui est supérieure à la réalité. Donc le fait de rentrer dans des lieux de pouvoir, d'accéder à des postes de pouvoir, je ne sais pas, ceux qui sourient, s'ils pensent à des personnes en particulier, en entreprise, en politique, etc., je ne sais pas, mais voilà. Plus on accède au pouvoir, plus d'un point de vue biologique, neuronal, on se détache de l'autre, et donc on peut se retrouver en situation d'exercer une pression, de faire pression, et d'aller potentiellement trop loin. Je voudrais partager avec vous un dernier mot sur cette question-là. C'est Étienne de la Boétie, dans son discours sur la servitude volontaire, qu'il écrit à 16 ou 18 ans. C'est juste une œuvre monumentale. Ce jeune gamin explique que un vassal élit un suzerain comme son suzerain et il lui accorde quelque chose de sa liberté. En échange de quoi, il attend de lui qu'il le sécurise. Il n'y a aucune raison de donner sa liberté ou une part de sa liberté, une part de sa capacité d'action à quelqu'un d'autre, mais on le fait tous à différents moments de notre vie. On accorde ça à quelqu'un et en échange de quoi on attend une forme de sécurité. Là aussi, ça réduit notre capacité d'action. Pourquoi lâcher quelque chose de sa puissance ? On peut avoir ce besoin-là à un moment de notre vie. Maintenant qu'on a posé la question du pouvoir, on peut aller un peu plus loin sur l'emprise et les positions et les signes d'emprise. Là, l'histoire qui me vient, c'est celle de Sana. Sana est une jeune femme, brillante, qui va plus vite que les autres, qui est pétillante, qui a envie de briller, qui en veut. Elle veut vraiment réussir. Elle a fait 2 ou 3 jobs avant, mais elle ne s'est pas encore calée sur un job qui l'intéressait. Et là, elle se retrouve face à un homme qui a l'âge de son père. Et cet homme est très intéressé par Sana. Elle fait une opération, il lui demande ses résultats. Elle a écrit un mémoire, il lui demande son mémoire. Il la veut. Ce sont les mots de la personne. Il la veut. Il a envie de s'engager avec elle, d'un point de vue travail. Et donc là encore, il propose à Sana un poste intéressant. Là encore, au-dessus du poste qu'elle aurait pu avoir tout de suite, un salaire qui est 10 000 € au-dessus de ce qu'elle aurait pu avoir. Et l'histoire commence. Cette jeune femme, qui aurait dû déjà passer par les fourches codines de la sélection des autres associés, est directement recrutée, sans cela. C'est-à-dire que l'autre associé la rencontre, mais a priori elle est contre son recrutement. Elle est embauchée. Et la jeune Sana répond directement à ce boss. Et normalement, elle aurait dû avoir un échelon entre les deux. Elle est l'une des rares personnes qui peut contacter directement ce manager-là. Là encore, la lune de miel prend et s'installe une envie de réussir pour cette jeune femme. Le vouloir est quelque chose de très fort dans la question de l'emprise.
On veut quelque chose, on veut réussir, on veut vraiment y aller. Cette jeune femme a tout approuvé à ce moment-là. À ce moment-là de sa vie, elle n'a pas beaucoup d'autres activités. Son engagement, c'est l'entreprise. Elle veut réussir. Et de la même façon, à côté de ça, dans son univers familial, elle n'est pas reconnue. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui lui dit « je crois en toi ». Tu es une bonne personne et j'aimerais te voir réussir et tu as les capacités pour réussir. Et là, ça tombe bien. Cet homme a l'âge de son père, il croit en elle et il pense qu'elle va réussir. Ça commence en tout cas comme ça. Puis progressivement, on connaît la suite. C'est comment, petit à petit, il va y avoir de l'humiliation. Il va casser son image. Il va lui dire qu'elle n'est capable de rien. Les mots vont pleuvoir. Et petit à petit, ça va casser quelque chose de l'image qu'elle a d'elle-même. Et le processus commence à prendre. C'est comment je me retrouve face à une dette insolvable. Je vais essayer quand même de payer un maximum. Et je veux absolument qu'il croie en moi. Et plus je veux qu'il croie en moi, plus je descends dans le gouffre. Parce que son système, en prenant, c'est justement de ne jamais croire en elle. Ce qui maintient dans le système, c'est de ne jamais donner accès à ça. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je ne vais pas la reconnaître. Sinon, la personne sort de la boucle. Muriel Montaigu, qui a fait un énorme travail sur la question de la torture, évoque la torture blanche. Vous savez, ces tortures qui ne laissent pas de traces. Étonnamment, elles sont plutôt acceptées par la population, les tortures blanches. Autant on ne supporte pas de tuer quelqu'un pour avoir des aveux, autant on peut imaginer qu'on lui met la tête dans l'eau jusqu'à ce qu'il suffoque, et puis lui relever la tête de l'eau. Ça, la population est plutôt OK avec ça. D'ailleurs, la personne qui fait ce travail fait œuvre de bourreau. Le bourreau, selon l'assertion du peuple, c'est celui qui rend service pour la communauté. On pourrait parler de bourreau de travail, mais ça c'est encore un autre sujet. Muriel donc fait un travail sur la torture. Et elle dit que dans les systèmes torturants, et j'ai retrouvé la même chose en entreprise, il faut absolument qu'on prouve la nullité de l'autre. Le fait que la personne est vraiment contre le pays. Qu'elle a quelque chose qu'il faut absolument aller lui soutirer. Il faut absolument qu'on fasse cette preuve-là. Et en entreprise, c'est la même chose. Si la personne se réveille, se révolte et lui dit « mais non, c'est toi qui es mauvais », le système en prenant a échoué. Pour que la personne soit tranquille moralement et qu'elle se dise « j'ai raison de faire ce que je suis en train de faire », il va falloir que la personne prouve à l'autre et détruise progressivement l'image qu'il a de lui-même. Donc ça, c'est très intéressant à regarder. Comment on est quasiment dans une logique d'aveu. Il faut vraiment qu'à un moment ou à un autre, la personne avoue qu'elle est vraiment trop nulle. Et l'une des personnes qui était DRH d'un énorme groupe mondial, travaillait sur plusieurs pays, me disait « mais à la fin, je ne savais plus taper sur Word et Excel. Je ne savais plus utiliser un traitement de texte. C'est ça, devenir complètement nul. Je n'existe plus, je n'arrive plus à faire le basique du basique. » Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation, des violences psychiques qui détruisent la personne à petit feu. Derrière cela, on a des blessures qui se rencontrent. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas été reconnu par son père, par sa mère, etc. On retrouve quelque chose de cet ordre-là et on essaie de rattraper ce qu'on n'a pas réussi à avoir à une époque de notre vie. Quelques mots, des bribes de ces témoignages. Je vous fais une faveur, dira une personne. Bien sûr. Mon père, je l'aime, mais il y a plein de choses qu'il ne voit pas en moi. On ne veut pas manger avec moi. Ça, c'est intéressant également. Quand il y a un système d'emprise qui s'installe, petit à petit, le lien avec les autres se délite. Si je suis dans le favoritisme par rapport à cette personne,
Évidemment, les collègues ne vont plus vouloir parler avec elle. Ils ne vont plus vouloir travailler avec elle. Ils ne vont pas lui donner les informations qui vont bien. Donc petit à petit, il y a une coupure qui se fait. Coupure qui continue au niveau personnel. On n'a plus le temps, on est saturé par l'autre. Il nous donne du travail et de toute façon, ça ne sera jamais bon. Donc quand on rentre à la maison, on travaille. On coupe les liens amicaux. De toute façon, mon conjoint, qu'est-ce qu'il peut dire de tout ça? Il ne connaît pas, c'est ma situation. J'ai besoin de prouver quelque chose, je coupe tout le reste. On ne veut pas manger avec moi. Il y a une coupure qui s'opère. Et là, je commence à perdre mes ressources. La plus grande de nos ressources, c'est être touché par un autre. Mais là, petit à petit, il y a quelque chose qui va couper avec le reste du monde. Tu n'as rien écouté. Les mots commencent à pleuvoir. Tu n'as rien écouté. C'est un petit mot, mais qui peut donner place à un autre mot. Et la frontière va petit à petit se déplacer. Ou à des gestes. On verra plus tard qu'il peut y avoir des gestes aussi. Je voulais à tout prix qu'il soit serein. Mécanisme très intéressant. Là, la personne sous emprise est complètement prise. C'est-à-dire, je commence à imaginer ce qui se passe chez lui. Je veux absolument qu'il soit bien. Et il va m'habiter en fait, en permanence. Est-ce qu'il va être content si je fais ça? Est-ce qu'il va être insatisfait? Est-ce que je vais creuser le trou encore si je fais ça? Et l'autre va être omniprésent dans notre propre histoire. Je suis fautive, ça commence à tomber. Et on passe de j'ai fait une erreur à je suis une erreur. Donc petit à petit, on n'existe plus là-dedans. Il m'aimait beaucoup malgré ça, mais qu'est-ce qui joue entre ces deux personnes? Vous voyez bien qu'il y a une histoire de lien. Si vraiment la question du lien et de l'amour est convoquée, si la blessure est là, j'attends peut-être quelque chose de l'ordre, pas obligatoirement de l'amour, mais du lien. J'ai besoin de ce lien. Une intelligence rare, il est redoutable, diront certains. Là encore, c'est des témoignages. Ah, cet homme est énorme, ou cette femme. J'ai eu les deux cas, hommes et femmes. Par contre, dans les témoignages de personnes sous emprise, il y avait beaucoup plus de femmes. Non pas qu'il n'y ait pas d'hommes, mais la parole de certains hommes que j'ai pu entendre n'ont pas voulu aller plus loin dans l'expression d'un exposé, d'une recherche. Une intelligence rare, il est redoutable. De quel attribut on part cet homme ou cette femme qui est emprenante? Qu'est-ce qu'on lui met comme dessin? Comment est-ce qu'on l'imagine incroyable, grand, monumental? Ça devient un géant en fait. Il attire la lumière, très puissant. Il n'y avait que lui. Il devient très très fort. Et là, ce qui me vient, c'est un rituel Kachina chez les Indiens. Chez les jeunes Kachina, pour s'initier à leur masculinité, on fait porter aux parents des masques. Et on les confronte à ces masques, on confronte les enfants à ces masques. Et évidemment, les enfants ont peur. Mais à un moment ou à un autre, ils imaginent bien quand même que derrière ces masques, il y a des personnages connus. C'est peut-être le travail qu'on a à faire, nous, dans les situations d'emprise. C'est-à-dire, cet homme à qui on donne un masque terrifiant, fort, énorme, à quel moment on lui enlève ce masque? Ce que je suis en train de dire là, c'est que on met aussi le masque chez l'autre. Et si on le met, on peut l'enlever. On attribue à quelqu'un une énorme puissance, mais comme on l'a posé, on peut aussi le dessaisir de cette puissance. Mon pauvre ami, vous, une calamité. Il pouvait détruire quelqu'un en quelques mots. On a l'impression d'être dans un récit de science-fiction. 3 mots et je te détruis. Un Dieu vivant, on ne peut rien contre lui. Énorme. Il attirait la lumière. Dans une pièce, il ne pouvait y avoir qu'une personne qui existait, c'était lui. C'est énorme. C'est beau. J'aimerais être à cette place-là quelquefois. Puis j'ai pris conscience de plusieurs choses.
là ça commence à venir. Là ça commence à venir et peut émerger un nom. Pas le petit nom. Le nom définitif. Le nom, c'est pas possible. On arrête. On se lève un matin et on se dit « Je ne peux pas continuer comme ça, j'arrête ». Et là, à ce moment-là, on trouve une énergie qu'on n'avait pas avant. Et on commence à la poser. Et on repose de la frontière. Et on dit ce qui est acceptable et pas acceptable avec moi. Et on se réapproprie son image. Et évidemment, cette réappropriation, dans tous les témoignages que j'ai vus, ce qui a été extrêmement bénéfique dans ces situations-là, c'est un autre. C'est une personne qui vous détruit, et c'est une personne qui vous relève. C'est quand même magique la vie. C'est un autre être humain qui peut avoir cette influence sur soi, bien sûr moi qui lâche prise à ça, et c'est un autre être humain qui, à travers la parole, va me permettre de revenir dans l'histoire. Jamais plus. Voilà. À un moment on se dit c'est plus possible de cette façon-là. Voilà, quelques idées clés. Donc on est autour de l'abus, de la perte de soi. Donc on va de la perte de soi à la reprise de soi. À un moment, on lâche quelque chose d'essentiel en soi. Et à un moment, on le reprend. Et on se dit, ça nous appartient. Alors j'ai mis le terme holding. Pour ceux qui connaissent évidemment Winnicott, holding, handling. En fait, j'ai été amené à ça quand j'ai fait la recherche de ce terme emprise en anglais. L'une des façons de définir le holding et le handling, c'est comment la mère tient l'enfant et nettoie l'enfant. Si on n'a pas une mère qui tient l'enfant, qui nettoie l'enfant, si on n'a pas cette enveloppe-là, on meurt. Enfin, c'est difficile de vivre sans ça. Cette façon de tenir est extrêmement importante. L'une des façons de traduire ces deux termes, c'est emprise. Et ça commence à devenir intéressant. Est-ce que l'emprise serait juste négative? Quand elle est abusive, évidemment. On arrive à un étouffement et la personne meurt. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de tenir tous notre système quelque part? Est-ce qu'on peut vivre sans tenir notre système? Jusqu'à quel point ça devient abusif? À quel moment ça commence à devenir abusif? C'est là où ça se joue. C'est dans cette subtilité-là. En prise, beaucoup de personnes m'ont parlé d'étau. On est aussi sur la question de la frontière. Quand on est face à des personnes qui vous embarquent, qui attirent la lumière, il n'y a plus de frontières. On est dans la fusion-confusion. Et on se perd dans cette fusion-confusion. On peut questionner aussi la question de l'influence et de l'autorité. Les deux axiomes de la systémique, c'est toute communication et manipulation. On ne peut pas ne pas communiquer. Toute communication et manipulation, on ne peut pas ne pas communiquer, donc on ne peut pas ne pas manipuler. Pour les Anglais, manipuler n'a pas de connotation. En français, on peut le traduire par influence et manipulation. Influence, on a chacun, les uns sur les autres, une influence, ou alors on manipule, c'est-à-dire qu'on va peut-être faire quelque chose avec quelqu'un sans son consentement, faire quelque chose avec lui, qui ne serait peut-être pas bon pour lui. Donc ça, c'est intéressant de s'interroger. À quel moment j'ai de l'influence sur mon monde? À quel moment je commence à faire avec mon monde, jusqu'à même potentiellement objectiser les personnes, c'est-à-dire ne plus les prendre pour sujet, ne plus les respecter. Et évidemment, ça questionne la notion d'autorité, c'est-à-dire comment est-ce que je peux redevenir auteur de mon histoire? Comment je peux réaccéder à ça? Je voulais vous mettre aussi deux figures. Celle de l'empreneur, j'ai appelé l'empreneur celui qui mettait en emprise, et l'empreneur, celui qui subissait l'emprise. Quelques mots qui parlent énormément de cette personne-là. Quelque chose autour de la générosité, il donne beaucoup. On a l'impression en tout cas qu'il est généreux. C'est quelqu'un qui interprète souvent. Il y a le réel et il y a comment je re-raconte l'histoire du réel. C'est quelqu'un qui prend la place. Il y a quelque chose de l'enfant tyrannique dans cette histoire-là. C'est comment ma pulsion doit être vraiment la première chose importante dans cette histoire-là.
C'est quelqu'un qui valorise et dévalorise, et d'une certaine façon fait effraction dans le monde de l'autre. Je vous ai parlé des frontières tout à l'heure. Ben oui, mais comment est-ce qu'il peut me demander mes résultats d'analyse? Enfin, en quoi ça le regarde? Donc il a déjà fait un pas de trop. C'est quelqu'un qui met en impuissance l'autre. Et qui, comble de l'histoire, se victimise. Tu es terrible avec moi. C'est de ta faute en fait si je ne vais pas atteindre les objectifs qu'on m'a donnés. Tu es en train de concourir à ma perte. D'ailleurs, moi qui suis nommé pour sauver l'entreprise, tu vas nous foutre dedans en fait. Donc plus ça va, plus je tombe. Et l'emprenez. L'emprenez, c'est typiquement le bon élève. Vous savez, de ces personnes, je vous vois sourire. Ils ne vont pas obligatoirement être subversifs en fait aussi dans leur vie. Ce sont des personnes qui ont des besoins, comme nous tous, on a tous des besoins, et qui ont des besoins blessés. Ce sont souvent des personnes extrêmement sensibles et extrêmement intelligentes et dans la remise en cause. Et je me suis rendu compte à travers ce travail que plus ces personnes étaient intelligentes dans la remise en cause, plus elles étaient sensibles, plus elles étaient accessibles à l'emprise. On n'aura jamais une emprise avec quelqu'un qui est tellement sûr de lui qu'il va avancer même s'il y a une montagne en face de lui. Pas d'emprise possible. Quand je commence à douter, quand je commence à capter la douleur de l'autre, etc., je peux commencer à avoir un talon d'Achille monumental pour une personne qui veut me mettre sous emprise. Donc c'est quelqu'un qui anticipe, qui va imaginer même potentiellement le pire. C'est souvent quelqu'un qui a besoin d'être aimé. C'est quelqu'un, j'ai mis pays en guerre, c'est quelqu'un qui a vécu comme s'il vivait dans un pays en guerre. On n'a pas besoin de vivre dans un pays en guerre au premier degré pour être en guerre. Dans nos histoires de vie, quelquefois ça peut être une guerre monumentale mais silencieuse. Et puis au-delà même de la réalité, notre façon de percevoir cette réalité, moi je peux manquer de quelque chose par rapport à ce qu'on m'a donné. Donc le manque favorise la question de l'emprise. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire quels sont les signes finalement, les signes d'emprise. Quand vous voyez ça, comment est-ce qu'on pourrait être alerte? J'ai mis en assez gros le corps parle. Le corps parle, là il y a eu 1000 expressions de ce corps qui parle. L'infection dont j'ai parlé. Une boule dans la gorge, qui grossit, qui nous empêche même de parler. À certains moments on n'arrive plus à se relever. Certaines personnes me diront mes jambes ne me répondent plus, j'arrive plus à me lever. À un moment, dans notre cerveau se construit un discours qui explique qu'il faut qu'on reste là, mais heureusement notre corps nous dit lève-toi, va-t'en, pars, fais quelque chose. Quand on ressent quelque chose de l'ordre de la tyrannie, c'est-à-dire on a comme une sorte d'enfant fou, d'enfant tyrannique qui veut garder ses jouets. L'un des entrepreneurs dont on m'a parlé, c'est par exemple dans son comité de direction, un dimanche, il essayait de joindre l'un des membres du comité de direction. Et bien, pendant 6 heures d'affilée, chaque heure, il a appelé. Il n'a jamais arrêté. Et évidemment, cet homme-là s'est fait convaincre. Il y a quelque chose de l'agressivité. Et on peut regarder l'agressivité au sens latin du terme, aggressere, c'est-à-dire aller vers. Il y a quelque chose qui m'embarque, qui me fait aller vers quelqu'un. Agressif. Une des personnes que j'accompagnais, qui est devenue coach, me disait moi c'est vachement important pour moi le lien, mais c'est pas facile. Il m'a dit ma grande spécialité, c'est de foutre un coup de pied dans le tibia, exactement à l'endroit où ça fait mal, comme ça la personne réagit. Mais au moins il n'y a pas le silence. Elle ne savait pas très bien rentrer en contact, mais elle avait trouvé une manière de rentrer en contact. Voilà. Donc l'agressivité, voilà, c'est quelque chose qui nous pousse aussi vers l'autre. Trop. Il y a quelque chose de l'ordre de la fascination, de cette hallucination qu'on fait de l'autre, de la fascination autour d'une situation, de la terreur, évidemment
un ressenti autour de « je me sens rabaissé ». On diminue. Il y a souvent deux blessures que j'ai identifiées dans ce travail. C'est la blessure autour de la question de la reconnaissance, je ne suis pas à la hauteur, et une blessure autour de la question de la sécurité. J'ai peur. J'ai peur même pour mon intégrité, physique ou financière. Vous avez peut-être remarqué, j'ai mis papa et maman. Et dans l'un des témoignages, on a retrouvé papa et maman dans le même personnage. C'est une femme assez fantasque, énorme, puissante, très flashy dans sa façon de s'habiller. Elle voulait exactement savoir qui allait s'asseoir à sa gauche, qui allait s'asseoir à sa droite dans le comité de direction. Quand elle n'arrivait pas à voir exactement ce qu'elle voulait, elle passait par bande pour attaquer la personne. Ce qui est terrible dans ce témoignage, c'est que le hasard fait que j'ai accompagné l'un de ses collaborateurs cette fois. Incroyable hasard. Une personne me parle de cette femme et j'accompagne quelque temps avant l'un de ses collaborateurs. Et cet homme avait confié à cette femme, il était directeur, il faisait partie du comité exécutif, il avait confié à cette femme quelque chose d'extrêmement sensible et personnel. Et à chaque fois qu'il sortait du rail, elle lui reparlait de ça. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la perte de contrôle, quand vous sentez que vous perdez le contrôle, que vous n'êtes plus au volant de votre histoire. Il y a vraiment ce corps qui parle. Quelquefois dans nos vies, on accélère, on a besoin de monter dans le train, on a besoin d'avancer, c'est des moments de changement très très forts pour nous. Pourquoi pas? On peut ne pas être totalement rassuré par le contexte. Mais on sent bien quand il y a quelque chose de tyrannique qui se passe. On sent bien qu'il y a quelqu'un qui est mal intentionné par rapport à nous. Il y a quelque chose dans notre corps qui crie. Et ce cri-là, la plupart du temps, on l'étouffe. Est-ce qu'on a le droit d'étouffer ce cri? Est-ce qu'on a le droit de faire ça avec soi? Toute la question de l'emprise m'a amené à un endroit sur comment est-ce qu'on peut revenir sur le souci de soi? Comment est-ce qu'on peut réinterroger notre façon d'être au monde et de se respecter et de se soigner et avant ça de se rencontrer? D'aller rencontrer toutes ces zones fragiles, friables, vulnérables en nous et qui demandent à être soignées. L'idée n'est pas de se dire je deviens tout puissant, je suis génial, j'ai plus besoin de me sécuriser, j'ai plus besoin d'être reconnu. C'est pas ça du tout. C'est se reconnaître au pied de sa porte en se disant oui, j'ai besoin de sécurité. Comment je peux travailler là-dessus? Oui, j'ai besoin de reconnaissance, etc., etc. Où est-ce que je suis exactement? Où est mon champ de vulnérabilité? On peut redevenir puissant à partir de son impuissance. Certainement pas en omettant son impuissance. On devient puissant à partir du moment où on se connaît et on sait qu'on est vulnérable, qu'on peut mettre un genou à terre. Et parce qu'on sait qu'on peut mettre un genou à terre, on sait qu'on peut se relever. Mais si je pense que je suis ce chevalier des temps modernes qui de toute façon va réussir tout ce qu'il entreprend, là on est très fragile. Typiquement le colosse au pied d'argile. Je préfère savoir de moi tout ce qui peut défaillir et bâtir à partir de là, plutôt que d'imaginer d'être fasciné par le monde et de me dire je suis quelqu'un juste d'extraordinaire. On a du mal à le faire. La sortie d'emprise. Quelques mots également. La notion de la conscience de l'épreuve. L'humain qui est l'alien et l'humain qui sauve. Mobiliser ses ressources et se poser la question pourquoi j'ai aussi peur que ça? Qu'est-ce qui se passerait si je faisais un pas de côté? Reconnaître sa culpabilité, ne pas rentrer dans la culpabilisation. La notion de culpabilité et de honte est très intéressante. La culpabilité, c'est j'ai fait une erreur. Je casse ce verre, je viens de le faire tomber, c'est moi qui ai cassé le verre. J'ai la responsabilité de ça. J'ai fait une bêtise. Par contre, si tu me dis, là vraiment tu m'as fait du mal, etc., et qu'il n'y a aucun fondement dans le discours que tu me prêtes, ou tout simplement tu vas mal, et je me dis, qu'est-ce que tu as fait encore avec Jean-Bernard? Ça, on sait tous le faire, hein. La culpabilisation. C'est-à-dire se rendre responsable de quelque chose qui ne nous appartient pas.
Et dans le phénomène d'emprise, c'est très présent. C'est comment je prends la responsabilité de quelque chose qui ne m'appartient pas. Ça tombe bien, il y a quelqu'un qui me l'a mis sur le dos. Donc là, clairement, la responsabilité est totalement engagée de la personne. Même si nous, on prête le flanc, il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec nous. Et la question de la honte est très importante aussi. La honte, c'est quelque chose, c'est la double peine. J'ai mal et j'ai honte de ce que je fais. C'est la double peine. Je m'inflige une double peine. Je suis mauvais, je devrais être meilleur. Et la honte, ça désociabilise. Plus on a honte, moins on est dans le cercle du collectif. On s'extrait. Donc reconnaître sa culpabilité dans cette situation, c'est vrai qu'on attendait de moi tel et tel type de résultat, ça m'appartient, ça ne m'appartient pas. Donc si je n'ai pas réussi à obtenir ça, c'est de ma faute. Mais ça ne revient pas. Donc je peux aller vers d'autres achèvements, me regarder autrement, et ne pas continuer à détruire mon image. Enlever le masque, on en a parlé, développer son autorité, passer de marionnette à acteur et à auteur. Ça, c'est beaucoup Hannah Arendt et Gérard Salem qui parlent de cela. C'est comment, quelquefois dans nos vies, on est des pantins articulés ou désarticulés, des marionnettes dans les mains de quelqu'un. On devient potentiellement acteur, mais du scénario d'un autre, ou auteur de l'histoire. Vous allez me dire, mais quand on est en entreprise, par exemple, on n'est jamais auteur. Il y a toujours quelqu'un qui dit ce qu'il faut faire. La question d'être auteur, c'est pas de tout écrire. Si je suis manager et que le directeur me donne des attentes, j'ai un champ de travail. Je peux m'autoriser, je peux prendre une feuille blanche et me dire comment je vais faire ça. Déjà, pour commencer, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'on me donne? Déjà, on devient auteur à cet endroit-là. On devient auteur à partir du moment où toute demande est mise à l'épreuve de notre intégrité, de notre questionnement, est mise à l'épreuve de notre pensée. Et potentiellement, quand on commence à reconnaître nos blessures, on a moins peur de rentrer dans l'arène, on a moins peur d'aller se confronter aux autres. Je sais que je ne suis pas un demi-dieu, loin de là, mais avec ce que j'ai, est-ce que je peux aller dans l'arène? Oui, je peux y aller. Je peux peut-être même m'extraire de l'entreprise, je peux faire des choses. Je ne suis pas réduit à une sorte d'impuissance. Donc oser la confrontation, reposer des frontières, définir les territoires. Ça, tu as le droit de me le dire, ça, tu n'as pas le droit de me le dire. Et poser à un moment ou à l'autre un nom irréductible. Tu ne feras pas ça avec moi. Je ne ferai pas ça avec moi. Je n'accepte pas qu'on fasse ça. Et d'une certaine façon, j'aime bien cette expression, c'est celle de Charles Rogeman, devenir un bon médecin pour soi. Vous savez, ce bon médecin qui n'est pas au courant de tout, qui peut se tromper, qui va regarder son livre de médecine, qui va dire voilà, ça je ne sais pas. Je vais peut-être demander à un confrère, qui va prendre le temps d'analyser. Donc être ce bon enquêteur pour soi. Quand Michel Foucault travaille sur les Grecs anciens, les philosophes, il parle beaucoup de ce souci de soi. C'est-à-dire comment est-ce que je peux dans ma journée prendre par exemple au début d'une journée un espace, un temps, pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans cette journée. Et à la fin de la journée, être comme cet enquêteur qui va à la rencontre des différents événements et se dire est-ce que j'ai été au bout de ce que j'avais envie de faire? Non pas pour juger, t'es pas à la hauteur ou t'es à la hauteur, mais comme un examinateur, comme un enquêteur. Je fais le tour du territoire de ce qui s'est passé. Et je propose, et je continue à me développer, je continue à grandir. Développer le souci de soi. Je vais parler de deux thèmes que je reprends très rapidement avec vous. Donc développer son autorité et développer, travailler sur ses besoins et ses manques. Développer son autorité, avant tout, c'est prendre conscience que certaines images fondatrices nous ont construites. Personnellement, quand j'étais enfant, mon père n'a pas été très présent. Et il y a eu dans le champ 3 personnages masculins assez âgés qui m'ont beaucoup apporté, qui ont été des tuteurs pour moi.
aujourd'hui, 50 ans plus tard, parce que tout le monde le sait, quand je croise quelqu'un dans la rue ou dans mon travail qui est assez âgé, est-ce que ma façon de penser les choses, ma façon de me décider va être la même ou non? Est-ce qu'il ne risque pas d'influencer mon jugement et mes prises de position? C'est ces masques de l'autorité qu'il faut visiter pour soi. Pour moi, ça a été simple, mais c'est pas la seule marque. C'est la masculinité virile, la position napoléonienne, l'amour qui fait autorité, la beauté qui fait autorité, la force herculéenne, la puissance spirituelle, la révolution qui fait autorité, la sagesse, le vice. Peut-être qu'on peut s'attarder quelques instants sur le savoir qui dissèque. Ces médecins qui sont en train de disséquer ce corps. On est exactement face à un corps inerte, donc face à un objet. Et le savoir comme élément de puissance, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en entreprise. C'est le savoir qui est garant de ce que l'on fait. Parce qu'à partir de cette autorité-là, qui dit par exemple, les résultats ne vont pas être au rendez-vous, est-ce qu'à partir de là, on décide par exemple de licencier quelqu'un? Est-ce que ça fait assez autorité? Aujourd'hui, probablement dans le monde de nos entreprises. Donc aller à la rencontre de ces différentes images qui font sens pour nous et qui nous ont guidés jusqu'à aujourd'hui, et les déconstruire, retravailler sur ces personnages. Et aussi aborder les quelques besoins qui ont été blessés pour nous et les solidifier, les rendre plus puissants, pour aller plutôt vers l'amour de soi, aller sur la sécurité, aller sur le lien, aller sur une forme de reconnaissance et de capacité d'action. La sécurité, c'est la sécurité physique au premier degré, mais non, c'est comment je peux assurer ma sécurité physique. Mais ça peut être la sécurité financière, par exemple, hein, parce que si je perds mon emploi, comment ça se passe pour moi? Le lien, c'est toucher et être touché. Dans les premiers temps de notre vie, c'est essentiel, cet enveloppement qui commence. Les orphelinats dans les pays de l'Est, on voit beaucoup d'enfants mourir parce qu'ils ne sont pas touchés. On a tous besoin de ça. La reconnaissance, c'est pas je te reconnais comme bon DRH, bon manager, c'est je te reconnais comme un autre, comme un être humain, comme moi. Ni au-dessus, ni en dessous. Et la capacité d'action, c'est de ne pas avoir les mains libres. C'est-à-dire continuer à pouvoir faire quelque chose. On a tous besoin de ça. Là, dans cette salle, j'ai besoin de savoir que je peux sortir, rentrer, sautiller sur place si j'aime. J'ai des capacités d'action. Mon champ d'action n'est pas réduit à zéro. Plus on retravaille sur ces besoins essentiels pour nous, mais surtout ceux qui ont été fragilisés, plus on se réapproprie la règle et on commence à agir dans le monde. Et évidemment, ça nous donne une puissance énorme pour pouvoir rester debout face à des situations d'emprise. Je vais vous proposer quelques éléments clés pour clore cette présentation. On en a parlé ensemble. Je crois que l'un des points sur lesquels on peut rester, c'est cela. Comment est-ce que l'emprise peut être une forme de torture? Le mot n'est pas exagéré. Quand j'ai fait ces entretiens, pour une grande partie de personnes, j'ai marché avec eux pendant 1 heure après l'entretien. J'avais peur qu'elles tombent. Parce que le fait de vivifier ce souvenir me faisait retraverser quelque chose d'extrêmement douloureux. Une histoire de relation. C'est la blessure d'un homme ou d'une femme qui rencontre la blessure d'un homme ou d'une femme. L'un a tellement besoin, par exemple, de tenir sous sa coupe parce qu'il a peut-être simplement peur d'être seul. Il a peut-être simplement peur de ne pas être reconnu. Il a peut-être lui aussi besoin de se sécuriser. Puis face à lui, il a quelqu'un d'autre qui a potentiellement ces mêmes peurs ou d'autres. Et donc, ça va se construire ensemble. En tout cas, ne jamais concevoir la question de l'emprise comme une histoire figée, avec un pervers et une pauvre victime.
quand je dis ça, encore une fois, je prends des précautions. Je ne dénie pas le statut de victime aux victimes. Je dis juste que dans beaucoup de situations, on peut se ressaisir de l'histoire. De toute ma carrière, sur plusieurs centaines d'accompagnements que j'ai fait, il n'y a que 2 situations où j'ai rencontré des personnes où j'ai décidé d'arrêter mon accompagnement. Il y avait un niveau de cassure, de blessure qui ne me permettait pas de les aider et je me sentais pris moi-même dans un jeu avec eux et je les sentais touchés dans leur noyau dur en fait. Et là je me suis senti impuissant et j'ai posé cette impuissance et j'ai arrêté l'accompagnement. Dans la plupart des autres situations, on est capable de commencer, de continuer, de traverser et dans certaines situations de sortir par le haut et de faire en sorte de réhabiliter quelque chose en soi. L'emprise est orchestrée par l'un mais aussi quelque part consentie par l'autre, qui appelle, comme je le disais, à une réhabilitation de soi avec le souci de soi et qui appelle dans les organisations à faire émerger de nouveaux modes de management, des espaces de discussion et une certaine forme de coopération au travail. Ça ne peut pas être juste la question de 2 personnes. Dans l'entreprise où je suis, et ça a été massif en termes de témoignages, il y avait très souvent une dérégulation. C'est-à-dire que les RH n'arrivaient pas à faire quelque chose de l'histoire. Les dirigeants eux-mêmes étaient en difficulté par rapport à ça. Il n'y avait pas de notion de système de régulation. Et ça lâchait prise en fait à la possibilité de réparer ce qu'il y avait à réparer. Ce qui est extrêmement douloureux dans ces témoignages, c'est que quand on a fait partir la personne qui était entrepreneur, dans tous les cas dont on m'a parlé, la personne a pris un poste supérieur, avec plus de responsabilités et une équipe plus grosse. Voilà, on va s'arrêter là. Et je partage cette nouvelle avec vous. Je viens de recevoir la coupe de ce livre. Et pour moi très actionnable, c'est la métaphore des masques. Où je me dis ça, je vais pouvoir travailler là-dessus avec mes clients pour dire voilà, n'oubliez pas, il y a le masque, il y a la personne qui porte le masque, ne confondez pas les deux. Et les circonstances qui l'ont amené à porter ce masque. Donc ça, merci, je parle déjà de ça dans le masque. Le masque, c'est celui qu'on pose aussi sur Oui, tout à fait, oui, tu l'as dit très clairement, c'est les circonstances qui m'ont amené, c'est aussi moi, voilà. Et une chose sur laquelle je te rejoignais moins, mais aussi parce qu'on a dit les choses rapidement, quand tu disais quand même la novlangue, et tu sais si je suis sensible à la sémantique, il n'y a personne qui va la contester dans l'entreprise. On ne va pas dire, alors voilà, la productivité c'est mal, etc. Je ne suis pas complètement d'accord. Dans la culture française, ça s'instancie de manière assez différente dans des cultures étrangères. En France, il y a une espèce de compromis qui s'est noué à dire, bon, nous, les victimes ou objets de ce discours-là, on n'y peut rien, on ne le changera pas, on n'essaye même pas, mais entre nous, on sait bien qu'ils nous mentent, que ça veut dire ça, etc. Donc il y a une espèce de... Je garde ma dignité, parce que nous disons entre nous que nous ne sommes pas dupes. Et donc maintenant, on peut faire comme si, pas comme si on y croyait, devant ceux qui nous l'imposent. C'est intéressant de voir qu'on se désempare de l'action, et on compense par un surcroît d'exégèse, de discours, voilà. Ça, c'est... Juste, après, si... retour aussi. Dans le discours qui peut être énoncé à ce moment-là, ça peut aussi être un discours dominant. Oui. De servitude, on est maltraité, ça va pas bien, etc. J'évoquais en fait le discours qui m'intéresse dans les situations d'emprise. Parce que j'ai vu des personnes être réduites dans ce que Ferenczi appelle le statut d'enfance. Oui. L'enfant qui est privé de langage. Celui qui ne parle pas. J'ai vu des personnes qui n'arrivaient plus à penser la situation qu'ils étaient en train de vivre. Donc évidemment plus à agir. Collectivement, je suis d'accord avec toi, on peut se regrouper, mais dans ce regroupement d'ailleurs, il peut y avoir des phénomènes massifs qui ne sont pas obligatoirement pensés ou subtils quelquefois. Il peut y avoir des phénomènes de boucle émissaire, il peut y avoir des réponses massives à apporter. Moi, ce que je retiens pour moi,
c'est qu'aujourd'hui, quand on pense aux nouvelles organisations, aux nouvelles libertés dans les organisations, on pense avant tout aux espaces de travail, aux espaces de discussion. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire communiquer les choses, et pas juste d'une façon descendante du manager au collaborateur, mais entre collaborateurs, du collaborateur au manager, comment est-ce qu'on peut rendre auteur les collaborateurs dans la façon de fixer les objectifs, enfin, comment est-ce que tout ça doit vivre ensemble. Comment est-ce qu'on doit vivre ensemble, comment on doit faire société ensemble. Voilà. C'est juste pour ça que je l'ai abordé de cette façon-là. Moi, je t'explique. Non, peut-être que quand le collectif dit « Ok, on sait qu'ils nous prennent pour des... Hein, », c'est une forme de résistance aussi. Et c'est ce qui fait qu'ils continuent à travailler. Exactement. Parce qu'il n'y a pas, à un endroit que tu as questionné, cette liberté de dire « Moi, ça ne me va pas sans que ça nous coûte. » Voilà. Je pense qu'on résiste dans le collectif encore, quand il n'est pas complètement brisé. Tu veux dire que la résistance peut être une forme de respiration qui le maintient dans le système? Oui, dans le système. D'accord. Mais c'était intéressant pour nous aussi de... de cette liberté, on se questionnait aussi, de cette liberté de dire à un moment, moi ça ne me va pas, ces manières de travailler, moi ça ne me va pas de couper des têtes, moi ça... Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Qui peut répondre? Je ne sais pas. Il faut que... Oui, bien sûr. Mais plusieurs, pas chacun. Il y en a qui répondent. Par contre, pour répondre, quelquefois, tu es obligé de confronter la conformité. C'est ça. Adam Keyes a beaucoup travaillé sur cette question. Il disait, face à la détresse originaire, il y a celle qui pourrait voir l'anéantissement de notre mère, on place cette réassurance qu'on a dans la mère, on la place dans le groupe social. Et à travers ce groupe social, on se réassure. Donc le groupe social devient extrêmement important. Et le regard du groupe social sur soi est extrêmement important. Qu'est-ce que je peux confronter cette masse de personnes qui continuent à continuer dans la même histoire? C'est ça. Ouais, juste à propos de collectif, c'était, on avait déjà parlé, il y a une chose à laquelle je pensais en t'écoutant, c'est que les situations de harcèlement, il y a toujours des témoins, il y a toujours une conscience collective de ce qui se passe. Et je pensais à l'adage, nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous laissons faire. Le non, parfois, ça peut être plus facilement celui d'un témoin. Et ce qui est en train de se passer ne va pas. Parce qu'en fait, quand il y a une situation comme ça qui se met en place, le fait que ça ne soit jamais dénoncé, ben, ça devient acceptable. Parce que si c'était vrai, que c'est tellement énorme, il y a bien quelqu'un qui le dénoncerait. Il y a cette espèce d'acceptation collective qui fait que c'est tellement dur après de le dénoncer pour soi-même. Et puis je te remercie d'avoir suggéré qu'on discute comme ça, parce que c'était sympa de faire connaissance. Et du coup, je me permets de témoigner aussi de ce que tu disais, qui m'a frappé. C'est l'idée que c'est paradoxalement super difficile pour la personne harcelée de s'avouer, ou même de prendre conscience qu'elle est victime. Et paradoxalement, c'est le même mouvement que de prendre conscience de la part qu'elle y prend. C'est ça. Et le non-dit est écrasant, parce que comme c'est extrêmement violent, encore une fois, si cette violence était telle, ben, ça serait bien dénoncé par tout le monde, parce que tout le monde en a conscience en fait. Donc le truc à percer est énorme. Ce directeur général dont je parlais, à un moment il se dit, je suis pas aussi bon que ça en fait. Et à partir de cet endroit-là, il construit la sortie. Ce qui est bien quand je t'écoute, c'est aussi une expérience dans une entreprise de chimie. J'intervenais sur un site de 300 personnes et je fais une sorte d'audit d'une équipe. Je rencontre ces personnes et plusieurs personnes me révèlent en fait qu'il y a une personne qui est harceleuse. Je parle de deux personnes qui sont extrêmement harceleuses. L'une d'entre elles notamment, qui conditionne l'obtention de la titularisation au fait de coucher avec les jeunes filles en fait, qu'il voyait, qui rencontrait les femmes à l'entrée de la cantine, avant l'entrée de la cantine, et qui les pinçait. Il y en a même une qui l'a suivi jusqu'à chez lui. Ça allait très loin dans le harcèlement. Là, on est vraiment, c'est massif en fait, il y a plein de témoins. Quand j'entends ça, avant de faire quoi que ce soit, je veux rencontrer la personne. Et pendant le premier quart d'heure, je me suis retrouvé devant un messie. Je me dis, waouh, il est énorme ce gars.
On disait qu'il était handicapé, syndicaliste, etc. Moi, je pense que s'il m'avait foutu une balle, je me serais retrouvé par la fenêtre. Je passais un colosse, une énorme carrière. J'avais envie d'adhérer à son histoire. Mais bon, je suis un peu teigneux, tu sais. Donc j'ai commencé à lui poser des questions idiotes. Et là, j'ai senti qu'il allait me faire du mal, quoi, vraiment. Donc j'ai vraiment éprouvé cette puissance qu'il avait vis-à-vis des autres, à travers moi, bien sûr. Donc les témoignages n'ont pas suffi. Il y a eu quand même 3 témoignages énormes sur le fait qu'il était harcelable d'un point de vue sexuel. Qu'est-ce que je fais? J'arrête la mission. Je tape à la porte du directeur de cette usine-là. Didier, j'ai dit Didier, est-ce que tu as 5 minutes? Il dit non. Pourquoi? C'est urgent. Je dis est-ce que tu as envie de te retrouver en tôle? Rentre. Et je dis voilà, moi j'arrête cette mission parce que c'est inacceptable, mais il y a quelque chose à faire, vous ne pouvez pas laisser perdurer les choses. Il me dit oui, je sais. En fait, je suis arrivé il y a 6 ans, mais ça existait déjà 8 ans avant. Tu parles de courage. On est dans des groupes, et même le directeur, quelle puissance et quel courage il a, tu vois. Il dit, est-ce qu'on peut faire venir le DRH? Oui, bien sûr. Commence à discuter, qu'est-ce qu'on peut faire? À aucun moment la sortie de l'entreprise a été envisagée. Il a été prévu de le mettre dans un endroit un peu reculé de l'entreprise où il y aurait moins de femmes. Et je lui ai dit, mais il y a peut-être quand même des femmes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle, on pourrait la promouvoir. Donc on a déplacé tout le monde, on a fait un bunker en fait. Tu parles de courage, ça c'est le réel que je visite en fait. Ça c'est le réel que je visite. Dire non, dire je suis pas d'accord, dire ça suffit. Bien sûr, ces personnes peuvent se saisir d'outils comme le syndicalisme, comme le handicap, comme... Il était cotorep pour résister, pour dire qu'il est dans son bon droit, pour faire encore plus en prise. Donc oui, quand il y a un témoin, on peut faire quelque chose, mais d'expérience, c'est difficile de s'élever dans cette masse. On dit indignez-vous, mais encore faut-il être à la hauteur de son indignation. Comment est-ce que je suis à la hauteur de mon indignation? Comment je porte ce nom? Non, ça ne doit plus continuer comme ça. Votre retour? Mais là, en fait, ça rejaillit sur la culture d'entreprise. C'est comment définir la culture d'entreprise. Et en échangeant, je me dis, mais la culture d'entreprise, on peut la définir en fonction de la chose la plus laide qu'on tolère au sein d'une entreprise. De la même façon qu'il y a eu un MeToo sur le harcèlement sexuel, il pourrait y avoir ma culture d'entreprise sur le harcèlement moral, si on s'oriente sur les solutions. C'est vrai que peut-être ce qui rend les entreprises les plus sensibles, c'est leur image. Maintenant, ces passages à l'acte, où n'importe qui peut dire à peu près n'importe quoi sans dossier conséquent, c'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux. Donc, moi je suis pour vraiment qu'il y ait... J'ai pas ton expertise, mais je pour réagir par rapport à ça. Hein. Et puis l'entreprise, je connais des lieux dans l'entreprise, c'est-à-dire que, je sais pas, quand je travaillais avec Renault, avec AXA, Renault ou AXA n'existe pas. C'est des lieux dans ces entreprises-là où un management fait régner quelque chose. Est-ce que c'est de l'inspiration, de l'envie, du plaisir, un élan? Est-ce que si un patron était sensible à ça, parce que c'est l'image qui les fait bouger, il mettait en place un système lanceur d'alerte, au moins, parce que comme il y a un manque de courage évident, moi je l'ai vécu, donc quand on est harcelé, on se sent tout seul. Et on peut être témoin de harcèlement, s'il y avait parce qu'on hésite quand même à se mettre en avant, parce qu'on doit faire son boulot, c'est pas facile à prouver, mais s'il peut y avoir un système qui permet de communiquer et qui effectivement des enquêtes, je pense qu'il y aurait une pression d'image en fait. Tu parles de ce directeur qui serait OK pour qui est des lanceurs d'alerte. À midi, j'ai déjeuné avec le DRH d'un énorme groupe mondial d'assurance. Et j'ai bien aimé quand il m'a expliqué, parce qu'il travaillait en direct avec le DG et le PDG. J'ai adoré quand il m'a dit en fait que le directeur en fait, qui était en place ne pouvait pas comprendre la question de la vulnérabilité parce que lui-même n'avait jamais mis un genou à terre. Donc quand on lui présentait des situations comme ça délicates, pourquoi les gens sont aussi faits que ça en fait? Quand tu n'as pas expérimenté le genou à terre et le relèvement, c'est compliqué. Tu ne peux pas faire un genou.
Donc pourquoi tu veux promouvoir des systèmes qui sont inconséquents pour toi, tu vois? C'est des gens trop fragiles, enfin, les bas potentiels, je sais pas. D'autres retours? Moi, comme ça, juste un sentiment qui a été encore là en moi de mobilité de la pensée tout le temps, que j'avais l'impression qu'il y avait de l'espace tout le temps dans ce que tu disais, et jusqu'à maintenant dans la manière dont tu réagis, où à chaque fois, quand on a l'impression qu'une pensée va aller dans un coin, paf, comme si allez hop, le mur devient plus souple et on va ailleurs. Et ce qui fait que j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas des réponses typiques, mais plus une manière de se dire, et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus porteur que d'avoir des problématiques juste d'emprise. Ça va au-delà de l'emprise, en fait, tout ce qui s'est dit. C'est plus une manière de se positionner, enfin d'être au monde, quoi, quelque part, je dirais. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, cette agilité qui aussi est agile d'un point de vue sentiment, pensée, pas que cette manière de mettre aussi un peu de sentiment, de l'être, ça m'a beaucoup... voilà, je suis dans un truc un peu spatial, quoi. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a de l'espace dans mon corps, dans ma tête, et j'ai l'impression d'être comme un truc en train de... Je peux encore bouger et tout ça, il y a une mobilité, même dans la salle, qui est très... Je me suis rendu compte en finissant le livre que j'ai écrit que si j'avais parlé de l'emprise, c'est que l'emprise était l'image en creux de la liberté. Tu vois? C'est-à-dire que si tu visites cet endroit-là, où tout se tord et tout manque de respiration, si tu traverses vraiment cet endroit-là, on peut vivre quelque chose d'un geste libre au travail. Et évidemment faire société. C'est beaucoup plus large que ça. Moi, j'ai voulu m'en occuper à l'endroit où j'ai mon expérience depuis plus de 20 ans, quoi, donc l'entreprise. Je ne me sens pas légitime pour en parler dans les relations de couple ou dans les sectes. Mais en entreprise, j'ai vu ça. Et ce qui m'a profondément touché, c'est que ça soit très insidieux. Malheureusement, il y a des personnes qui n'en sortent pas, en fait. Les personnes qui ont pu m'en parler, elles sont sorties avec des douleurs. Le dirigeant dont je parlais, qui m'en parle 30 ans plus tard, il a tellement été violenté dans son être que maintenant, dès qu'on approche un peu de cette liberté, il devient monstrueux, il devient violent. Il met à distance tout de suite. Oui, on parle beaucoup d'emprise, d'harcèlement, et j'entends beaucoup de lanceurs d'alerte, comme s'il y avait beaucoup de témoins. Mais en fait, pour moi, l'emprise, je pense, la plus connue, c'est quand la situation est invisible aux yeux de tous, et donc principalement la personne qui est sous emprise, justement, parce que la personne sous emprise, souvent les entrepreneurs aussi, on parle beaucoup de personnes brillantes, des personnes qui sont très placées dans la hiérarchie, en dehors de l'aspect très caricatural du chef qui va harceler ses collaborateurs, qui va les insulter devant les gens, qui va être agressif et insultant. Il y a aussi parfois un regard, je dirais pas objectif, mais plutôt socialement, la personne brille, donc elle maîtrise les subtilités du langage, elle maîtrise le lien, elle maîtrise son image aussi. Et donc là, l'emprise qu'elle aura sur les autres, en fait, ce ne sera pas du harcèlement, mais ça sera, enfin, l'entrepreneur possédera en fait l'estime de l'autre, avec toute la subtilité qui va avec. Et voilà. Et donc pour moi, le livre de Wadi, c'est pas plutôt comment trouver des lanceurs d'alerte. Oui, évidemment, il y a ces situations-là sous emprise d'harcèlement visible de tous, mais c'est plutôt comment s'éveiller soi-même, déjà, comment prendre conscience si on est sous emprise ou pas, et comment pouvoir aiguiller les personnes plus fréquentes à s'éveiller elles-mêmes en fait, voilà, et davantage conscientes. Le fait vraiment qui a été super signifiant pour tout le monde, c'est un autre. Son conjoint, un ami, n'importe qui à qui on doit parler. Il y a ce très beau livre, très beau poème de Pessoa, Bureau de tabac, où Pessoa est là dans sa bulle pendant 3-4 pages. Et je suis le meilleur des meilleurs, je suis le plus intelligent, je suis nul, je suis meilleur, je suis nul, et je suis le Christ, etc. Au bout de 4 pages, heureusement, il y a 4 livres. Je suis l'individu en haut de cette mansarde et je suis en train de regarder le bureau de tabac d'en face. J'ai vu Estelle. Estelle m'a regardé, il m'a salué. Je l'ai salué. Je lui ai dit salut Estelle. Et le monde s'est remis à circuler. Et ça, c'est énorme.
Je veux dire, ça a l'air d'une banalité atroce, mais c'est comment je reprends la main ou le regard de quelqu'un. Et tout part de là. Tout émerge dans le corps, parce que c'est le corps qui va crier, mais après, le premier geste, c'est l'autre. L'autre est vraiment salvateur. Mais c'est très difficile d'aller vers cet autre, puisqu'on a l'expérience d'autres personnes. On va beaucoup dans la torture. Quand les personnes ont été torturées, c'est très difficile de refaire lien. Les gens sont dangereux pour soi. Et quand on émerge de l'emprise, on émerge avec une réalité augmentée. C'est pas inintéressant. On émerge avec une réalité augmentée de ce que l'on peut nous faire. On sort du pays des fées et des princesses. On voit qu'il peut y avoir des monstres. Et que dans cette monstruosité, on y contribue aussi. Monstre, ce qui ne peut qu'être montré. L'être humain par excellence. On ne peut pas prendre un être humain, on ne peut pas le saisir. Je ne peux pas le saisir moi-même, comment saisir l'autre. Donc, c'est comment on peut se retrouver dans ces situations-là et les prendre vraiment dans toute leur complexité, comme le disait Hélène. C'est-à-dire, je suis un être humain, potentiellement faillible, j'ai peut-être fait des erreurs. Et à partir du moment où je commence à me rendre compte que j'ai fait des erreurs, que je suis prêt à le poser, et que ça ne va pas me faire mourir de partir, je trouve un lien qui me permet de revenir au-dessus de l'eau, et là tout recommence. Et l'image recommence à se construire, avec une réalité augmentée. On voit cette réalité augmentée chez les enfants qui ont vécu des guerres, par exemple. Ils mûrissent beaucoup trop vite. Mais c'est très difficile de leur raconter l'histoire, c'est très difficile d'ailleurs de les faire accéder au sourire. Donc on n'a pas trop envie de passer par ces épreuves-là. Mais quand on y passe, c'est quand même une réalité augmentée. Et on devient puissant à partir de notre impuissance. Donc on a une puissance supérieure à celle qu'on avait avant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a envie de traverser ça. Mais ça fortifie. Dernier retour. Vous avez envie d'être fortifié par une nourriture moins spirituelle?